Pour commencer, je tiens à remercier le laboratoire Roche de m'avoir proposé de participer à ce symposium. Donc, en fait, c'est toujours un moment intéressant quand on découvre une nouvelle molécule, surtout en rétine médicale, c'est pas tous les 4 matins. Mais c'est vrai qu'il faut quand même garder en tête qu'il ne faut pas vraiment oublier notre esprit critique et scientifique et s'intéresser à 2 points importants dans ces nouvelles molécules, donc la tolérance et l'efficacité. Donc, c'est pour ça que je vais vous parler donc, de physiopathologie et des résultats des études de vraie vie. Donc, l'ensemble des molécules thérapeutiques qui sont utilisées dans la DMLA et dans le dème maculaire diabétique, elles ont tous une action anti-VEGF. Et la particularité du faricimab, c'est d'être bispécifique. Comme on a un petit peu parlé, David Sayak, sur la présentation précédente, on va détailler ça ensemble. En plus de son action anti-VEGF, il a une action anti-angiopoïétine 2. Ce qui veut dire qu'en fait, pour la première fois, on va aller stimuler une voie qui est complètement différente et indépendante du VEGF. Avant, on pouvait la bloquer soit par le VEGF-A, soit par le PIGF. C'est toujours le VEGF qu'on bloque. Et là, avec le faricimab, on va bloquer le récepteur type 2 qui va agir sur cette voie. C'est-à-dire, en conditions normales, on a un taux élevé d'angiopoïétine 1 qui est prépondérante et qui va en fait phosphoriser le récepteur type 2 qui sert sur les cellules endothéliales qui permet une protection du réseau vasculaire. Donc ça, c'est les conditions normales. Cet angio taille 1 se lie sur le taille 2 et ça va l'activer et protéger les réseaux vasculaires des cytokines pro-inflammatoires, maintenir la stabilité vasculaire et l'homéostasie. En effet, les niveaux intraoculaires d'angiopoïétine 2 et de VEGF sont régulés à la hausse dans les maladies de la rétine. En conditions pathologiques, on a un taux élevé d'anti-VEGF, un taux de VEGF élevé, et également un taux d'angiopoïétine 2, au-dessus de la normale. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a un switch angiogénique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a un niveau élevé d'angiopoïétine 2 et de VEGF-A qui va être responsable d'une instabilité vasculaire. En fait, l'angiopoïétine 2 se fixe sur le récepteur et génère et en fait empêche l'angiopoïétine 1 de s'activer sur ce récepteur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce récepteur, donc type 2, est bloqué. Il devient antagoniste compétitif, il bloque la voie du type 2 et on a en fait, ça conduit à une inflammation avec une lésion des jonctions serrées des cellules endothéliales, une augmentation de l'inflammation et la migration leucocytaire, et donc toute une cascade d'événements inflammatoires qui va déstabiliser l'architecture vasculaire. Tout ça pour vous expliquer, donc voilà, quand on est en condition pathologique, on a en fait une activation de cette angiopoïétine 2. Donc le faricimab va agir sur ces deux cibles, 2 voies pathologiques d'approche, via l'inhibition de l'angiotensine 2 et via l'inhibition du VEGF-A. Donc en fait, pourquoi je vous dis tout ça? Bon, on sait qu'aujourd'hui, il est indiqué chez l'adulte dans 2 intentions. Première intention dans le traitement de la DMLA exudative. Il a l'AMM depuis janvier 2022 et dans également le dème maculaire diabétique. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'en fait, cette nouvelle approche physiopathologique va expliquer en fait les designs des études que l'on a réalisées de phase 3. Ce sont les études donc Teyana et Lucen. On a fait ces 2 études en prenant des patients qui ont été traités par aflibercept de façon condition standard, c'est-à-dire que ces patients, ils ont eu 3 injections en phase d'induction, puis on les a injectés tous les 8 semaines. Et en fait, avec le faricimab, on a fait quasiment la même chose, sauf qu'on a fait une phase d'induction de 4 en phase d'induction, et on a évalué la semaine 20 et la semaine 24. La semaine 20 et la semaine 24 nos patients. Et en fonction de la réponse, on a essayé d'injecter nos patients tous les 8 semaines, voire tous les 16 semaines, en fonction des critères d'activité de la maladie, c'est-à-dire que dès qu'il y avait une hémorragie, une baisse d'acuité visuelle, le moindre signe de récidive de la maladie, on injecte le patient. Et en fait, le but, c'est de débuter sur des patients naïfs et de montrer que la molécule peut tenir jusqu'à Q16. Q16, c'est-à-dire à 3 mois. On voit que les patients, finalement, on arrive à les injecter tous les 3 mois. Et les résultats, en fait, la première année, là, sur la 2e année, on part sur des critères de retraitement selon une activité en treat externe, c'est-à-dire en fonction de la réponse au traitement. Et on voit, on va le montrer après dans les d'autres diapositives, qu'on a une durabilité de la molécule et qu'on arrive à espacer vraiment nos patients à Q16, c'est-à-dire à 3 mois. Effectivement, les résultats qu'on a montré aussi, la présentation précédente, on a montré qu'en fait, ces patients sur 2 ans, non seulement on a un contrôle de la maladie, mais on a aussi également moins d'injections. C'est-à-dire que là, on a en fait, en termes d'acuité visuelle, on a une amélioration de l'acuité visuelle, une amélioration, une diminution de l'épaisseur rétinienne centrale, mais surtout cet assèchement, on arrive à l'obtenir avec moins de molécules. Avec 10 faricimab, à contrario, avec 15 aflibercept, on va avoir un assèchement identique. Également, en termes de baisse d'épaisseur rétinienne centrale, on a exactement la même efficacité, une efficacité similaire avec moins d'injections.
Enfin, là, on a une analyse post-hoc, c'est-à-dire qu'en fait, on a comparé les patients qui sont en phase d'induction, après les 3 premières injections. Qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit qu'on a une différence significative d'assèchement qui est meilleure avec le faricimab comparativement à la aflibercept. On voit que là, en fait, on a une amélioration en termes d'assèchement sur les phases d'induction. Également, ce qu'on voit aussi là, c'est qu'on a démontré aussi qu'on avait une amélioration anatomique chez ces patients sous faricimab par rapport à la aflibercept sur une période jusqu'à S12, c'est-à-dire que là, on voit qu'on a une efficacité supérieure en termes d'épaisseur rétinienne centrale. Aussi, sur cette diapositive, on voit aussi que nos patients sont plus secs dans le groupe faricimab pendant cette phase d'induction initiale. C'est-à-dire, on voit qu'à la semaine 8, on a 72% des patients qui vont être asséchés sous faricimab, contrairement à 62% sous aflibercept. Donc non seulement on a une puissance d'assèchement qui est supérieure, mais en plus qui est plus rapide. Également sur ce diagramme, on voit qu'entre la semaine 2 et 3, on a un assèchement qui va être de 75% plus important avec le faricimab que l'aflibercept. Donc finalement, toutes ces données sont intéressantes, comme ce diagramme, vous le connaissez tous. On voit qu'on a une durabilité sur l'efficacité du traitement, puisque finalement, on a 45% de nos patients qu'on va pouvoir espacer en Q16. Finalement, presque 80% des patients, on va pouvoir les injecter que tous les 3 mois. Et on voit que la deuxième année, on passe toujours à 80% quasiment de patients injectés tous les 3 mois, et surtout à 63% de patients qui vont être injectés tous les 4 mois. Donc on a en fait une proportion intéressante d'efficacité. Également sur la tolérance, on voit qu'on n'a aucun cas de vascularite rétinienne qui ont été décrits. La tolérance est comparable avec la aflibercept, peu de vascularite occlusive. Et ce qu'on peut dire en conclusion, ce qu'on retrouve finalement sur les résultats de ces données, c'est qu'avec ce double mécanisme d'action, on va refaire une intensification thérapeutique pour bloquer cette voie, et surtout on a une molécule qui est durable dans le temps, avec 63% des patients en Q16 et 80% en Q12, et une amélioration qui est comparable en termes d'acuité visuelle et des diminutions de l'épaisseur rétinienne, et surtout, donc on va pouvoir permettre un allègement du fardeau thérapeutique chez nos patients, et aucun cas de vascularite rétinienne rapporté, donc une tolérance très excellente. Et finalement, on attend les données d'extension d'une étude internationale en cours. On aura des données à 4 ans prochainement. Comparativement, pour superposer ces résultats avec le dème maculaire diabétique, juste une dernière diapositive pour vous dire qu'on a également dans le dème maculaire diabétique aucun cas de vascularite rétinienne, des gains comparables en termes d'acuité visuelle et d'épaississement rétinien qui vont se maintenir sur la deuxième année avec des taux pareils de 80% de patients injectés tous les 3 mois et 62% tous les 4 mois, et qu'enfin une très bonne tolérance et également une étude d'extension qui est attendue à 4 ans. Donc c'est juste intéressant de rappeler ce mécanisme physiopathologique de cette molécule, parce que finalement nos patients, quand vous allez être amenés à les switcher, de passer de l'anti-VEGF au Vabysmo, ce qu'on fait actuellement, il est peut-être intéressant de se poser la question chez ces patients qu'on switch, de vraiment refaire une intensification de la phase d'induction, puisqu'on veut quand même agir sur deux voies distinctes, et ce qu'on n'a pas forcément déclenché avec un anti-VEGF. Voilà, donc ça c'était juste pour démarrer le symposium, et on va laisser la parole à David Sayac qui va enchaîner sur les... On va passer plutôt la parole.